À l'approche du XXIe siècle, l'homme s'est engouffré dans le tourbillon de la technologie. Après l'arrivée de l'électricité et la révolution qu'elle a apportée, les mutations se succèdent tambour battant. De l'ordinateur familial à la navette spatiale, en passant par l'imagerie médicale ou l'énergie nucléaire, tout se transforme. Mais il y a plus. Derrière ce tintamarre de nouveautés commence à se profiler tout un courant d'idées nouvelles. Avec elles, c'est un univers de concepts qui s'écroule, plaçant l'homme devant une nouvelle dimension. Monsieur Tarasenko, tout d'abord, avant de nous emmener plus avant dans cette remise en question du monde scientifique, expliquez-nous comment vous-même en êtes arrivé là. Ça fait déjà près de 20 ans que je fais des conférences publiques suite à toute une moisson de trouvailles personnelles au niveau d'une méditation, de certains ouvrages, et surtout au vu de ce que je ressentais, ce dont je prenais conscience au niveau de mes collègues dans le travail, qui me faisait immédiatement souligner le fait important que le monde tel que nous le décrivons à travers le langage sophistiqué de la science, ce monde en fait n'est que la description de la façon dont notre sensoriel, c'est-à-dire l'ensemble de nos sens, réagissent aux informations qui arrivent de l'univers. Elles réagissent logiquement, elles réagissent en utilisant des mots très sophistiqués, mais en fait ne font que décrire ce qui se passe dans le cerveau. Et de ce fait, cette description dite scientifique ne correspond pas à une réalité absolue. Ce qui m'a fait prendre conscience, c'est que l'homme était cet être qui percevait l'univers de la façon dont il décrit. On peut concevoir, dans le domaine de la science-fiction on l'a fait, ou même une créature complètement différente, pourvue de systèmes sensoriels complètement différents. Le monde tel qu'il apparaîtrait à cet être un peu fictif serait totalement différent. La description serait différente. On ne pourrait même pas faire de comparaison à cause de cette différence fondamentale dans les sens. Donc c'est un monde tout à fait relatif à un monde qui, disons, est subjectif puisqu'il passe par le sujet, et qu'à la limite, j'ai pressenti que dans le domaine infiniment petit, il y aurait tôt ou tard une interférence, une interaction de ma façon de penser sur mon expérience. Et c'est précisément ce qui apparaît de plus en plus dans les publications. Ce sont des phénomènes dont on était au courant, mais qui étaient gardés secrets, non pas pour le désir de le garder secret, mais c'était tellement nouveau, on voulait en examiner tous les aspects, et de ce fait, les publications n'en faisaient état que d'une façon très, très épisodique, et n'interpellaient que très peu de scientifiques. Mais il y a, on peut dire, dans les 10 dernières années, qu'un virage, on peut dire, s'est amorcé, car la communauté scientifique a pris conscience de plus en plus que finalement nous ne tenions qu'une image tout à fait relative de l'univers, et que même certaines expériences tendaient à montrer que l'outil que nous avions utilisé avec une façon absolument certaine, en lui donnant une valeur peut-être qu'elle n'avait pas, cet outil était finalement une limite en soi. Et que tôt ou tard, il fallait changer d'outil lorsqu'on arrivait à la base même de toute chose. Cette prise de conscience, il faut le reconnaître, crée un malaise dans le monde scientifique et aussi un enthousiasme. Tout dépend de quelle coloration culturelle on est peint. Si l'on n'est pas de la coloration strictement rationaliste, comme c'est le cas dans le monde latin par exemple, il y a un malaise, il y a un raidissement. Non, c'est pas possible. C'était le raidissement d'Einstein aussi. Mais dans un monde plus pragmatique, plus ouvert au changement, quelquefois très rapide, même dans le monde de la science, il y a un enthousiasme réel et toutes sortes de découvertes supplémentaires. Alors de ce fait, prise de conscience personnelle, oui, j'en ai parlé, prise de conscience collective, oui, mais je pense qu'il y aura un jour une prise de conscience du public aussi. Peut-être à travers la vulgarisation, mais surtout sur un phénomène qui nous sera peut-être donné
de réexaminer au niveau de tout un changement culturel, une culture complètement différente qui risque d'émerger comme résultat. Pourriez-vous, schématiquement, nous retracer l'évolution de l'outil scientifique au cours de ces dernières dizaines d'années? Ce qui fait le fondamental de l'outil scientifique, c'est la puissance cérébrale. La puissance cérébrale est l'outil ultime qui canalise, qui concentre et qui développe toute information reçue, qui l'interprète et qui se situe par rapport aux événements observés. Il y a plusieurs siècles en arrière, Descartes, dans un trait de génie exceptionnel, a découvert la place centrale qu'occupera le cerveau dans les siècles à venir quant à la réception de toutes les informations qui arrivent de l'univers à travers nos sens, le tri de ces informations, la mise en ordre et les conclusions à en tirer, ce qu'on appelle le conceptuel, les concepts divers quant à l'interprétation des phénomènes observés. Mais ce qui s'est passé avec Descartes, c'est qu'il n'a pas réalisé qu'en fait, pensant que l'univers était aussi rationnel et logique qu'il le voyait, il n'était question à ce moment-là, comme toujours d'ailleurs, que d'une façon de réagir à cet univers. En d'autres termes, si je vois l'univers logique, c'est que dans cette merveilleuse machine qu'est la puissance cérébrale, le cerveau, les connexions entre les neurones dans cette immense gare de triage aux milliards de carrefours, les connexions sont telles que les prises de sensibilité d'une information qui chemine se font dans un ordre qu'on caractérisera de logique. Par conséquent, comme ce cerveau, me reliant par mes sens à l'univers, me donne une image logique, l'erreur de Descartes a été de déduire que l'univers était logique, que l'univers était rationnel. Et la prise de conscience moderne, c'est précisément de se détacher de cet aspect. C'est de se dire, finalement, nous sommes coincés, en quelque sorte prisonniers de nos sens, et cette prison englobe tout ce que nous percevons, y compris ces derniers bastions que l'on croyait immuables, c'est-à-dire l'espace, la notion de distance, et le temps, la notion d'un mouvement avec un passé qui s'agrandit, et un avenir qui arrive dont on ne connaît pas grand-chose, par exemple. Et de ce fait, grâce à cette prise de conscience, on s'est même rendu compte que les notions de temps et d'espace n'étaient que des notions sensorielles. Oh, bien sûr, elles avaient leur valeur en tant qu'outils, instruments, pour nous situer dans la géographie, dans l'espace, pour nous situer dans le temps. Mais lorsqu'on a voulu appliquer ce que l'on croyait immuable à l'examen de phénomènes qui nous apparaissaient de plus en plus sophistiqués, car à l'époque l'outil n'était pas suffisamment puissant au niveau des machines, maintenant nous pénétrons très en profondeur dans l'intimité de la matière, eh bien les phénomènes que l'on observait ne répondaient plus aux lois immuables du temps de l'espace, matière, énergie et j'en passe. Et de ce fait, l'homme s'est posé la question de savoir si l'outil qu'il avait jusqu'ici était conforme à la redécouverte, ou plutôt la découverte, on ne l'avait jamais fait avant, dans le plus fondamental de notre univers. Si vous voulez, cet outil est valable pour ce qui est macroscopique. C'est un peu comme je peux travailler avec une pince raffinée pour retirer une épine ou quelque chose de l'œil, une poussière, mais quand je pénètre dans l'infiniment petit de l'œil, au niveau d'un abcès peut-être très très faible de dimension, il faudra que j'utilise le rayon laser, je change d'outil. Et bien là c'est pareil, la raison est valable sur une vue macroscopique, grossière des choses, mais en fait cette vue macroscopique cache, c'est l'arbre qui cache la forêt c'est le fondamental qui n'obéit plus du tout à des vues rationnelles, qui consistent entre autres à découper l'univers en petites boîtes, à regarder dans chaque petite boîte ce qu'il y a, en connaître toutes les propriétés, et une fois qu'on a défini bien toutes les petites boîtes, on les additionne les unes aux autres, et ainsi on arrive au tout de l'univers. C'était la façon de procéder jusqu'à il y a 20-30 ans, et déjà 50 ans, 60 ans auparavant, Einstein avait sérieusement remis en question certaines choses, mais lui croyait que simplement il fallait raffiner l'outil. La pince en question, dans l'œil, il fallait que je l'affine davantage, que je la fasse encore plus pointue. Alors que l'autre classe qui se levait, celle de Niels Bohr,
et toute cette école danoise disait non, il faut changer d'outil. Dans un tel domaine, à la frontière de nos capacités de compréhension, y a-t-il des faits expérimentaux qui viennent appuyer cette nouvelle école de pensée? Outil de la raison, nouvel outil. Est-ce qu'il y a confrontation? Est-ce qu'il y a possibilité de passer de l'un à l'autre sans trop de secousses? C'est la question qui s'est posée à Einstein et des gens de son époque, et ils ont défini une expérience précisément qui, en quelque sorte, allait nettement délimiter le problème et surtout peut-être donner, je dirais pas tort aux uns, mais donner davantage de poids à une autre interprétation des choses. Cette expérience a été appelée EPR, du nom des trois scientifiques qui l'ont conçue, Einstein, Podolsky et Rosen, et qui avait pour but de toucher aux limites de cet outil. Je la décris rapidement. On prend un faisceau de particules, on crée un faisceau dans lequel les particules se connaissent, entre guillemets. C'est-à-dire que quand l'une est perturbée, hors de son état d'équilibre, elle influe l'autre, et vice-versa. La réponse de l'autre influe sur la première. Elles se connaissent et sont dans une certaine intimité, car elles voyagent au sein du même faisceau. À un moment donné, on divise le faisceau en deux parties, et on renvoie ces deux parties dos à dos. Elles voyagent dans des directions diamétralement opposées, et bien sûr à des grandes vitesses. Et cette intimité qui faisait dire à l'ancien, enfin grâce à l'utilisation de l'ancien outil aux savants, qui faisait dire que tout se passe localement, et quand ce localisme est brisé, il n'y a plus de communication possible, la relation de cause à effet n'est plus possible parce que l'information cause ne peut plus voyager en temps suffisamment court pour atteindre l'autre partie du faisceau. On s'est dit, si je perturbe l'une des branches du faisceau à des distances telles où il n'y a plus d'intimité possible d'une moitié de faisceau par rapport à l'autre, si je perturbe l'un des faisceaux, l'autre ne doit pas réagir. C'est en essence ce qui s'est passé dans la conception. On s'est dit, si l'ancien outil a raison, il ne doit rien se passer, mais si la nouvelle vue des choses est réelle, il devrait se passer quelque chose. On a fait l'expérience et effectivement, dans la deuxième partie du faisceau, exactement au même instant, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis le temps pour une information de voyager, le second faisceau réagissait. Et réagissait à l'inverse du premier. Il y avait une réaction, mais toujours inversée. C'est un peu comme si on jouait à un jeu où il y a un arbitre qui dise, il y a deux joueurs et un arbitre. Le premier joueur connaîtra des questions, il lui sera posé des questions, il devra répondre par oui ou par non. D'une façon simple, c'est des questions simples, mais le deuxième joueur aura le dos tourné, il sera à une certaine distance du premier, et lui devra répondre non quand le premier répond oui, et oui quand il répond non. Seulement, il ne connaît ni la question, ni la réponse que le premier joueur donne. Et la surprise de cette découverte à niveau d'expérience EPR, c'était comme si, dans ce jeu, l'arbitre chuchotait une question absolument inaudible pour le deuxième, et que le premier joueur réponde d'une façon complètement inaudible oui, et on entend exactement au même moment le deuxième joueur, qui a les yeux bandés, les oreilles bouchées, répondre non. Et quand le premier répondait non, le deuxième répondait oui. C'est aussi invraisemblable ce qui s'est passé. Alors ça a donné une mouvance extraordinaire au nouveau concept selon lequel, eh bien, l'univers n'est pas fait d'un ensemble de petits détails, que les petits détails que l'on croyait réels, qu'on appelait atomes, électrons, les plus grands détails qu'on appelait masse, énergie, temps, espace, n'étaient que des mots qui traduisaient, comme je l'ai dit précédemment, une interaction au niveau de nos sens. On décrivait ce que l'on ressentait.
grâce à nos sens et nos instruments qui ne sont que des sens prolongés. Et qu'on ne peut pas, à partir d'une description de ce que nos sens ressentent, remonter à un concept d'ensemble qui soit réel, qui se vérifie dans l'infiniment petit de la matière. Le nouvel outil nous propose le schéma inverse. Il nous dit ce qui est local, ce que j'ai appelé électron, n'est qu'un événement local qui traduit l'influence de tout l'univers sur ce petit espace où se joue le local. Le local ne peut plus s'isoler, être étudié à part, plus un autre local et faire la somme pour arriver à l'ensemble. Maintenant, il faut connaître l'ensemble dans sa totalité pour pouvoir expliquer ce qui se passe localement. Voilà dans quelle vue, dans quel élan nous sommes arrivés. Et en fait, on est arrivé aussi dans cet outil à voir que l'homme n'est plus l'observateur indépendant que l'on croyait être. On voulait qu'il soit indépendant. L'homme scientifique est celui qui fait une expérience d'une façon objective. Il n'est influencé ni par l'expérience, ni par ses concepts, etc. On le voyait comme ça, mais maintenant c'est également terminé. Nous entrons dans une ère où il faudra de plus en plus tenir compte de la conscience qu'a le scientifique lorsqu'il fait sa mesure, de la façon dont il voit la mesure, ce qu'il recherche. Tout cela influe sur le résultat de la mesure. Non pas dans l'écriture de ce qu'il interprète, mais dans ce qu'il voit. Jusqu'ici, ça influait dans les conclusions que l'on tirait. Mais maintenant, ça influe sur ce qui se passe localement. Est-ce que dans la lumière, je recherche une onde? Je vais trouver une onde. Je recherche au même instant une particule? Je vais trouver une particule. Je modifie le champ de mon expérience par le fait même que je pense. Pour moi, et peut-être nous reviendrons plus tard là-dessus, la réalité est abordable, mais par tout à fait un autre canal. Un canal qui a été négligé jusqu'ici, précisément par la définition de l'outil de base du temps de Descartes, où on a séparé matière et esprit. De ce fait, le jour où Descartes a dit « je pense, donc je suis », il a écarté l'esprit, il a tout concentré sur le cérébral, et toute notre culture en est marquée. Alors le cérébral me fera peut-être voir un autre réel qui est beaucoup plus étendu que celui que j'ai vu jusqu'ici, mais quant à la réalité, le cérébral, c'est totalement insuffisant. Par contre, si je pénètre dans la réalité, sur une autre dimension, à ce moment-là, je reviens sur le réel de cette réalité au niveau d'un concret, d'un vécu de ma vie, et à ce moment-là, je pourrai en parler de ce réel. Mais il correspondra à une réactivation au niveau de la réalité des choses, en ce qui me concerne. Et là, je crois que c'est une démarche qui n'est pas encore, si vous voulez, présentée comme une possibilité au milieu de la culture scientifique. L'aurore s'est levée pour notre société en captivité, c'est le titre d'un de vos livres. Comment la ressentez-vous, cette captivité? Vous y parlez de la société prisonnière d'elle-même. Prisonnière d'elle-même, le mot est certainement délibérément fort. En fait, il y a là un enchaînement qui procède du fait que l'homme n'est pas l'homme social en tant qu'être social, avec tout ce que ça comporte sur le plan culturel, sur le plan dimension de groupe. L'homme n'est pas prisonnier par la force des choses, il se crée en quelque sorte sa propre prison. Il constate certaines limites inhérentes à sa nature, nous en avons beaucoup parlé au niveau de la raison, au niveau du fait que le monde qui lui apparaît est celui de l'activation de ses sens, de son sensoriel conceptuel, qui le pousse à décrire cet univers. Cette prison devient effective à partir du moment où il dit « Eh bien, je ne m'arrête qu'à ce que je ressens, qu'à ce que je suis capable de décrire. Je m'arrête à ma logique et à ma raison. » Alors que maintenant, pertinemment, on sait que raison et logique ne sont que des mots qui décrivent la façon dont les courants circulent dans cette gare de triage qui s'appelle la puissance cérébrale et qui allument des niveaux du sensoriel qui, lorsque rassemblés, donnent un enchaînement logique. Et parce que je réagis logiquement à la réception des informations, je déduis que l'univers est logique. Déduire d'une façon absolue que l'univers est logique crée ma prison.
C'est une prison d'ordre purement académique à première vue, mais en fait, elle rejaillit sur la société, parce que la société basera sa recherche d'elle-même, la recherche d'une promotion d'elle-même, d'un progrès, d'une marche en avant, sur l'outil de la raison. Elle essaiera d'enserrer dans des principes rationnels du fonctionnement de la raison, de la logique, ce qui caractérise le comportement de l'homme. Lorsqu'on nous dit l'homme n'est qu'un ensemble de réactions génétiques, biologiques, chimiques, affectives et autres, et psychiques, on l'enferme dans une prison. Et c'est une prison qui restreint notre sens de liberté, qui nous aliène. Nous sommes des aliénés spirituels. Le mot est lâché, c'est la dimension spirituelle. Et parce que l'homme n'est que l'ombre de lui-même, il se construit une société à l'image de cette réduction dans laquelle on l'a enfermé. Et cette société devient une prison, elle a besoin d'en être libérée. Voilà la vraie question posée dans cet ouvrage. Monsieur Tarasenko, vous êtes scientifique, mais vous êtes aussi croyant. Et même, vous vous définissez comme chrétien. Précisément, si je me définissais, et j'insiste sur le mot définir en tant que chrétien, je serais obligé de m'apparenter à une tradition religieuse. Or, le christianisme est un mouvement extraordinaire qui couvre tant les apparences que la profondeur du réel invisible. Et je dirais plutôt que, au lieu de me définir, je me situe. J'essaye de me situer, et cette situation m'amène sans cesse à me reconsidérer, à reconsidérer des a priori qui font justement, précisément, la force d'une tradition, des a priori. À me reconsidérer d'une façon telle que progressivement émerge une vision extraordinaire de cohérence et de projection, non pas en arrière, mais surtout en avant, de l'homme, de son avenir, de la société, etc. Ce qui me frappe surtout lorsque je lis la Bible, par exemple, au-delà des mots, des phrases, c'est le fait que l'homme apparaît dans une vue dynamique, c'est-à-dire il n'est jamais parvenu au meilleur de lui-même. La Bible présente la création comme l'apparition sur Terre, l'émergence d'un prototype, c'est-à-dire d'une version qui, si elle était livrée à elle-même, n'aboutirait pas. Car le Créateur a en vue un parachèvement de cette première version, et le passage de l'un à l'autre n'est pas dans une continuité du type méditation, revue des traditions religieuses, redécouverte d'une autre religion. Le passage de l'un à l'autre se fait en accord avec cette harmonie qui règne dans l'univers et qui se traduit par une situation très paradoxale, car, nommons-le tout de suite, ce passage c'est une mort, pas la mort physique. L'univers, la nature, les plantes entre autres, me montrent, par exemple au niveau du grain de blé, que cette première version de ce que sera le blé, le grain isolé, n'a pas de sens en soi-même, mais il enferme ce grain un potentiel remarquable qui ne peut se manifester sous la forme d'un épi, donc de 20, 30, 40 grains supplémentaires, que par une descente dans la terre et une transformation qu'on appelle la mort. C'est-à-dire, c'est un démantèlement de ce qu'était ce grain de blé, non pas une destruction, un démantèlement et une reconstitution sur tout à fait un autre modèle, ce sera le modèle de l'épi. De la même façon, et c'est un peu la réalité que projette la Bible, l'homme, pour passer de ce qu'il est en naissant, c'est-à-dire un être de chair, de sang, un psychisme, etc., pour qu'il passe dans sa dimension, plutôt dans la voie qui l'amènera à sa dimension complète, ce passage nécessite aussi un démantèlement de tout ce qu'il se voit de lui-même, un démantèlement de la façon dont il interprète ce qu'il voit de lui-même, qu'il interprète au niveau d'un vécu individuel, social, national, et même ethnique, culturel, un démantèlement qui viserait à reconstituer tous ses talents, ses ambitions, ce qu'il voit de la vie, etc., suivant un autre modèle, un modèle qui va au-delà de ce qu'il ressent, au-delà de ce qu'il est capable de concevoir, un modèle qui est, comme dit la Bible, la réalité de Christ, au-delà de tout ce que les religions, les dogmes ont fait de cette réalité. Et comme vous le savez,
ça a été enfermé dans une théologie, une description, qui traduisait aussi une recherche, mais de ce dogme, je ne peux pas remonter à la réalité. Elle transcende toutes les descriptions. Et que l'homme final, la version finale de l'homme, l'homme parachevé, correspond précisément à cette entrée progressive dans le modèle Christ. Et le passage de sa version de départ à cette entrée dans la version finale se fait par ce démantèlement. C'est tout le message de la croix. C'est un message d'une puissance extraordinaire, car il nous dit, à l'envers de tous nos concepts logiques, ce qui est à faire est déjà fait. Et tu peux passer à travers ce démantèlement que dans la mesure où tu réalises que c'est déjà fait, donc que tu prends possession de quelque chose qui est déjà. Et à partir du moment où tu en prends possession, tu entres dans ce démantèlement qui est immédiatement suivi par une reconstitution, et tu émerges enfin dans ta phase finale, l'homme parachevé.